poursuivons cette discussion sur les marchés avec Jean-Jacques Oana qui est à mes côtés en plateau. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Bienvenue. Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant et membre du board d'AI4Alpha. Donc j'imagine qu'on est dans le domaine de la fintech. Ouais. Quel est le positionnement de cette société Alors c'est comme son nom l'indique, Artificial Intelligence. Ouais. Donc c'est une fintech spécialisée dans le machine learning et qui applique les techniques d'intelligence artificielle à l'allocation d'actifs, à la prédiction de régimes de marché, à l'allocation de styles, aussi à la réplication des marchés, au décodage des expertises financières. Et voilà, tout un tas de sujets qui sont extrêmement importants et qui sous-exploitent aujourd'hui l'utilisation du machine learning. Et oui, mais c'est un point, on va parler des marchés, mais ça va dans le sens et dans l'idée que les marchés vont être alors à la fois de plus en plus automatisés, et ça on sait, les algorithmes sont déjà très présents majoritairement sans doute dans les marchés aujourd'hui, avec l'idée quand même qu'on va essayer d'être de plus en plus intelligent de ce point de vue-là. C'est ça qu'il faut comprendre, Jean-Jacques ? Absolument, parce qu'on a énormément de données et qui interagissent entre elles et qui sont soit du bruit, soit qui sont très pertinentes. Et donc, en fait, il faut mettre en musique toutes ces données et développer finalement des systèmes d'intelligence de la donnée, de compréhension de l'impact de la donnée. Et voilà ce que fait AI4Alpha. Est-ce qu'il restera toujours un filtre humain ou pas ? Alors, il y a toujours un filtre humain, et de toute façon, dans toute l'intelligence artificielle, parce que, premièrement, il y a une expertise métier qui doit être conjuguée à une expertise scientifique. Si vous ne mettez pas de métier avec la science, en fait, vous avez rien à la sortie. Et donc, évidemment qu'il y a un filtre humain. Et de toute façon, il y a toujours des nouvelles données qui viennent, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours des choses à faire. Donc tout ne sera pas automatisé. À mon sens, le robot ne remplacera pas l'investisseur et l'expert en investissement d'ici demain. Par contre, en fait, on voit qu'en systématisant les logiques d'investissement, on peut aboutir à des processus d'investissement qui sont plus robustes et surtout plus rationnels. Qui sont moins dans l'irrationalité du moment, le changement d'avis intempestif, etc. Donc comme les biais comportementaux, les biais psychologiques. Absolument. L'objectif étant de les éviter. Ouais. Très intéressant, ça mériterait une émission bien sûr, mais voilà, revenons quand même juste au sujet de marché du moment avec votre analyse du jour, Jean-Jacques. C'est très intéressant de partir du retour du style value qu'on observe depuis le début du mois de septembre. Donc les secteurs emblématiques de la value aujourd'hui sont le secteur financier, les banques et l'énergie, pétrole et gaz, qui sont deux secteurs qui reviennent en force depuis le début du mois de septembre, alors que les marchés dans leur ensemble sont quand même beaucoup plus fébriles, beaucoup plus volatiles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation, Jean-Jacques ? Alors déjà, depuis septembre, on a encore un nouveau paradigme. On a eu 3 phases dans cette année. On a eu la première phase du premier trimestre où en fait on a eu une progression globale de tous les marchés et notamment qui était tirée par le value, mais c'était un cycle de croissance partagé qui bénéficiait à toutes les classes d'actifs et en particulier à tous les secteurs sur les actions. Ensuite, on a eu une deuxième phase avec la revanche la revanche, c'était pas une revanche. A-t-elle besoin de prendre sa revanche ? Non, la croissance, non. C'est ça. Voilà, donc le thème de croissance et le thème qualité, et le thème qualité, finalement, a repris le dessus. Et donc, comme au bon vieux temps, j'allais dire, comme depuis 10 ans. Et puis, en septembre, il y a eu une nouvelle rupture avec, finalement, un triptyque. D'abord, une hausse de taux généralisée qui était principalement portée par la hausse des points morts d'inflation. Le deuxième point, c'est la hausse des coûts des matières premières et notamment des coûts de l'énergie avec une progression. Alors, le pétrole, c'est assez conséquent, mais le pétrole n'est pas leader. Le leadership s'installe en fait sur la hausse des coûts de l'énergie qui sont le gaz naturel, notamment en Europe, mais pas seulement, dans le monde entier. Et puis les coûts de l'électricité. Alors pour donner peut-être un peu de substance, sur l'électricité, on a 130 € le mégawattheure en France, par exemple. C'est vraiment considérable. On est sur des hausses de 160% du coût de l'électricité à un an. C'est pas du spot. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a une très forte volatilité sur le prix de l'électricité à très court terme. Mais là, je parle des contrats à un an. Donc c'est des coûts long terme
du prix de l'électricité qui sont très importants, pas seulement en Europe, partout dans le monde. Ça veut dire qu'un jour, ces prix-là, on va les retrouver dans les contrats d'approvisionnement des grandes entreprises, des grandes industries qui sont intenses justement en énergie et en électricité. Ah, c'est inévitable. Parce que, alors pour donner un ordre d'idée, avant, le plafond, c'était 100 € le mégawattheure. Donc on a explosé les plafonds de manière très rapide, puisqu'on a 160% de hausse cette année. Et puis surtout une volatilité très importante. Et ce qu'on voit, c'est que évidemment une des possibilités de fabrication de l'énergie électrique, c'est une des ressources, c'est le gaz, évidemment qui n'est pas forcément la ressource préférée, mais qui est la ressource de choix. Et qui est mieux que le charbon. Qui est mieux que le charbon. Qui est moins bien que le renouvelable. Voilà, pour dire les choses, pour le positionner. Entre les deux. Voilà. Mais qui sert finalement aujourd'hui de référence à l'approvisionnement finalement en production électrique. Et le gaz, on a une multiplication par 4 des coûts du gaz en Europe, avec notamment si on regarde les prix anglais qui servent de référence au gaz européen. Et là encore, il ne s'agit pas seulement des prix du gaz à court terme. Bon, certes, il fait un peu plus froid, mais ce n'est pas le sujet. En fait, on regarde les contrats long terme de gaz. Et alors évidemment, quand on a ce complexe qui est aujourd'hui dont le moteur finalement est le gaz et les prix de l'électricité, évidemment le pétrole est impacté. Parce qu'il y a des relations long terme entre les prix du gaz et les prix du pétrole. Et ça impacte dans les contrats les prix du pétrole. Et donc on voit que le pétrole est plutôt suiveur. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui on a vraiment des coûts de l'énergie qui augmentent dans le monde entier. Et que c'est la thématique du moment. Alors, comment ça se traduit sur les marchés financiers ? Quand on regarde au niveau sectoriel, depuis un an, on a 12,5% de performance sur le pétrole. Alors, les banques, c'est le deuxième, on est à 7,5%. Donc, on voit qu'il y a cet aspect de remontée des taux. Et puis, sur la technologie, on est à moins 6. Sur la construction, on est à moins 5,5. Donc, vous voyez, il y a un grand écart vraiment considérable. On a 18% de dispersion en un mois sur les performances sectorielles européennes, c'est vraiment considérable. Donc c'est pas du tout comme au début de l'année où on a quelque chose de partagé. Là, on a une vraie dichotomie. On a quelque chose de value qui est très tranché avec des vainqueurs et des perdants. Si c'est un environnement différent et très bien décrit de ce qu'on a observé en début d'année, avec là une dispersion très très forte, est-ce que ce sont des tendances durables qu'on retrouve derrière ? Est-ce que c'est un nouveau régime qui peut accompagner le marché pour plusieurs mois peut-être ? Ou est-ce que non ? C'est d'abord le reflet de situations très spécifiques d'ailleurs sur le complexe énergétique dans son ensemble et pas forcément le reflet d'un espoir et d'un optimisme sur la croissance de demain ? Malheureusement, il semble que la perspective inflationniste s'installe durablement. Parce qu'au-delà des prix de l'énergie, déjà en début d'année, on a eu quand même une hausse des prix des métaux de base, même si on sait qu'en Chine, la croissance patine. Donc, par exemple, sur le minerai de fer, on a eu une baisse de 30% par rapport au haut qui avait été atteint pendant l'été. Donc, on voit très bien qu'il y a une dispersion importante au sein des matières premières. Maintenant, si on regarde des prix qui ne sont pas des matières premières, par exemple aux États-Unis, on peut aller regarder le prix des maisons. On est à 17% de hausse sur un an glissant. C'est le plus haut chiffre depuis que cette statistique est publiée, donc depuis les années 60. Donc on est sur des niveaux de progression annuelle du prix des maisons qui sont vraiment très élevés. Et si on va regarder sur le prix par exemple le prix des voitures d'occasion aux États-Unis, on est à 27% de hausse. Et c'est des régimes de hausse qu'on n'a jamais connus depuis que ces statistiques sont publiées. Donc là encore, on voit très bien que finalement, il y a comme une synergie d'inflation qui se crée entre des prix des actifs. On disait que les prix des actifs et l'économie réelle étaient séparés. C'est de moins en moins le cas. Parce qu'après, il y a eu des actifs cotés. On est passé aux actifs non cotés. Donc, par exemple, avec les prix des maisons ou le prix des voitures, qui sont aussi des actifs. Puis, on a les actifs de luxe. Vous regardez d'autres prix, les œuvres d'art, les montres, etc. Et désormais, on est sur des prix de la vie réelle, de la consommation réelle, puisqu'on est sur les prix de la consommation électrique, les prix du gaz. Et donc, cet environnement reflète quand même quelque chose non pas seulement une situation temporaire, mais une situation durable et qui est en train de s'instaurer et qui montre
que l'économie surchauffe au-delà de son potentiel et que cette surchauffe ne provoque plus de croissance, mais provoque de l'inflation. Un gérant obligataire cette semaine qui a eu cette phrase magnifique, il faut sans doute que le marché s'ouvre un peu plus à l'idée peut-être que l'inflation ne sera pas aussi transitoire que ce qu'on imagine. Quand vous regardez le pricing de marché, là c'était la discussion qu'on avait avec Thomas Kosterg, encore une fois, la situation n'est pas tranchée, mais on a vu hier le marché tenter de mettre une première hausse de taux aux États-Unis en septembre 2022. Le pricing ne tient pas forcément pour l'instant, mais est-ce que vous vous dites qu'il y a un état du monde possible qui amènerait à une décision de la Fed d'une hausse de taux en septembre 2022 ? Je le pense, et probablement même avant. Alors, je vais vous dire le raisonnement. En fait, le raisonnement, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est ancré et que finalement, ce sont les banques centrales qui dictent le jeu. Ce qu'on voit, par exemple, au Royaume-Uni, ce sera très intéressant de le voir, c'est que la Banque d'Angleterre va être forcée de procéder à son premier resserrement monétaire. On a eu la semaine dernière la Banque de Nouvelle-Zélande, qui est une petite banque centrale, qui a remonté ses taux pour la première fois depuis 7 ans. Et donc, en fait, on voit que les banques centrales sont en retard. La raison, c'est qu'en fait, on a eu un stimulus monétaire qui a été conjugué à un stimulus fiscal d'une ampleur jamais expérimentée. Donc, quand on fait des expériences qu'on n'a jamais faites, il faut s'attendre à des résultats qu'on n'a jamais observés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un résultat qui n'est jamais observé, c'est qu'on arrive à faire de l'inflation. On ne pensait pas qu'on puisse le faire, et on arrive à le faire. Et donc, en réalité, les banques centrales vont devoir mettre le pied sur le frein, et elles sont en retard par rapport à ça, et la Réserve fédérale, elle remontera ses taux. Je prends le pari aujourd'hui, avant septembre 2022. Oh, vous reviendrez avant, on va suivre ce pari avec vous, mais juste pour conclure et pour avoir l'image du frein. Le tapering, pour moi, c'est on arrête d'accélérer. Et là, vous dites, ce ne sera pas suffisant. Non seulement il va falloir arrêter d'accélérer, mais en plus, il va falloir mettre le frein. Absolument. C'est ça, hein. La hausse de taux, c'est ça. Absolument. On arrête de surchauffer l'économie, ça c'est le tapering, la réduction du programme quantitatif. Mais demain, il faut se préparer à être peut-être dans l'obligation de refroidir l'économie. Oui, alors évidemment, ce sera fait de manière transitoire, graduel, etc. Avec toutes les précautions d'usage, etc. Mais ça arrivera plus vite qu'on ne le pense, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où on risque la stagflation. Et vous savez, dans stagflation, il y a deux termes. Il y a inflation et il y a la stagnation. Croissance zéro, oui. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que cet environnement d'inflation, il ne crée pas de croissance. Ouais. Il est négatif pour la croissance. Et ça, il faut s'y préparer. Et les banques centrales vont devoir procéder à des resserrements pour éviter la stagflation. Et elles sont en retard. Bon, très bon pari. On tient le pari avec vous, Jean-Jacques. On verra ce qu'il en est. C'est une situation évolutive au jour le jour, hein, ce sujet de l'inflation. Jean-Jacques Oana, qui était à nos côtés en plateau, consultant indépendant donc, et membre du conseil d'administration d'AI for Alpha, FinTech donc dédié au machine learning et à l'intelligence artificielle appliquée à l'allocation d'actifs. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.